arrivé tout à l'heure. Eric, je le remercie d'être, non seulement d'être là, mais surtout de nous héberger virtuellement et plus que ça en continu, puisque donc avec Preventica, on a décidé, mais finalement il n'y a pas très longtemps, et je dois dire que l'une des co-auteurs, Anaïs, est aussi là d'ailleurs, de centrer une grande partie des prochaines interventions et des prochains points d'intérêt de Preventica sur la question des femmes et santé-travail. Alors si vous voulez bien, je vais vous présenter, alors voilà, oui, ça qui je suis, pardon, j'ai oublié, je m'appelle Anne-Marie Levert, je suis cofondatrice du Cercle Entreprises et Santé, je n'avais pas parlé d'une antiquité, mais on existe quand même sur cette question depuis 2007, et avec, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas, deux types d'interventions. D'une part, tous les mois, pour nos membres, nos adhérents et plus largement une fonction club interne. Donc on est en petit comité et là on réfléchit vraiment sur ce qu'est la prospective de la relation au travail au spectre de la santé. Et puis on a toutes ces actions qu'on a appelées rayonnement réseau avec nos partenaires et principalement avec Preventica. Donc voilà, et je vous présente, si vous voulez bien, nos intervenants qui doivent s'afficher à l'écran. Et donc, je vous présente alors, ça ne sera pas dans cet ordre-là, mais vous les présenterez tout à l'heure. Je vais vous présenter d'abord Séverine Gravier. Séverine qui est à ma droite et qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui jusqu'à nous. Ce sera plus sympa parce qu'on pourra dialoguer aussi toutes les deux. Et Séverine est directeur général d'ISEIS. ISEIS est une structure dont la finalité même est précisément de s'occuper de la protection de la santé, de la sécurité sur les chantiers, essentiellement des chantiers de BTP, elle nous l'expliquera tout à l'heure. Je dirais qu'elle est là un petit peu à trois titres, donc je dirais que chacune, alors pardon d'y voir un sexisme, messieurs, mais on donnerait quand même la parole en tant que grand témoin à nos grandes actrices qui sont aussi des décideuses et aussi des pilotes, donc c'est aussi à titre perso, mais aussi je dirais qu'à la fois au titre des équipes que vous cornaquez, donc des équipes d'ISEIS qui interviennent donc auprès d'un certain nombre de clients et d'un certain nombre de vos partenaires, mais aussi pour les partenaires. Donc je dirais qu'il y a toute légitimité à ce que vous soyez là. Merci Séverine, donc parole à vous tout à l'heure. Ensuite, Samia, ben voilà, on la voit, Samia Bellaritrain qui est là. Merci Samia d'être là. Alors là, vous, je ne vais pas dire, mais quand même, on se connaît depuis un petit moment et on s'est rencontrés dans de tout autre cieux sur déjà des questions qui étaient des questions de RPS et de risques psychosociaux que vous présentiez, je me souviens, un jeu à l'époque, c'était il y a presque 10 ans, globalement là maintenant, de sensibilisation tout à fait importante. Samia est ergonome européen, elle est responsable, alors ça s'appelle pas HSE chez vous, ça s'appelle emploi, qualité de vie au travail, santé et en même temps la mission emploi et handicap. Et donc ça c'est aussi une entrée qui est importante de ce côté-là. Alors le premier de nos otages masculins, là c'est Sébastien, maître Sébastien Millet. Donc lui il est avocat, spécialiste de questions à la fois de droit du travail, de droit social, de protection sociale et aussi de questions d'enjeux d'égalité femmes-hommes, puisque c'est aussi une des questions qui est au cœur de nos questions là maintenant. Merci Sébastien à vous d'être là. Alors Anaïs a disparu, mais je ne vais pas tarder à revenir. Ah mais si, elle est là-haut, elle est devant moi. Anaïs, alors Anaïs aussi, c'est grâce à vous Anaïs finalement qu'on a organisé avec le Cercle les premiers UX Forum femmes et exosquelettes, parce que travaillant, donc Anaïs elle est à la fois spécialiste de biologie mécanique et en même temps de design, si on peut dire, de design de produits et d'ajustement de produits, et notamment ces fameux équipements qui sont plus que des... c'est quasiment un lobby puisque c'est portable. Enfin, d'exosquelettes à des utilisateurs qui sont aussi majoritairement des utilisatrices. Donc merci à Anaïs d'être là. Alors Jérôme,
Jérôme, il a disparu, mais il ne va pas tarder à être là. Jérôme, voilà. Merci à Jérôme. Jérôme est secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre. Et je voulais dire que là aussi, il est tombé dans les questions d'innovation depuis un petit moment. Et on s'est connus d'ailleurs sur ces questions-là, qui étaient sur l'impact ou l'intégration du digital. Alors, est-ce qu'on devait l'appeler digital numérique? À cette époque, on avait, il y a quelques années, des questions un peu sur le sexe des anges, sur qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme appellation. Maintenant, je dirais que c'est un peu l'une ou l'autre selon, et sur toutes les questions sur lesquelles, avec Jérôme, on fait des bouts de chemin, notamment sur nos obsessions mutuelles en matière de santé et travail, qui sont les data, par exemple, ou que sont justement aussi l'intégration des innovations. Jérôme est là, et merci à lui, et c'est en plus très très bien, si je peux me permettre, d'avoir un deuxième otage masculin pour parler des femmes, donc on n'est pas que dans l'entre-soi entre nous. Merci Jérôme d'être là. Juliette, alors Juliette, on va dire la grande Juliette, Juliette est la fondatrice et la présidente de, alors elle doit être un peu sur les rotules parce que la semaine dernière était, j'allais dire, la grande semaine du succès de Femtech et de Femtech France. Elle nous en dira deux mots tout à l'heure. Femtech France, je crois que ça existe depuis 2 ans là maintenant, et donc c'est centré principalement justement sur les questions d'impulsion numérique, si on peut dire, sur les enjeux de santé féminine et de santé des femmes. Et justement, c'est bien important et intéressant d'avoir votre regard à vous, et à côté de votre développement, j'allais dire, du développement de Femtech. Vous êtes vous-même une Femtech en soi, par MyS Life, et vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Donc voilà pour notre panel. J'ai juste 2 mots, donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur le cercle entreprise et santé. Je dirais que notre vocation à nous est d'éclairer l'avenir d'un certain côté avec, sur la base UX, c'est-à-dire la base d'expérience utilisateur. On n'est pas une énième association, enfin ils ont tout à fait raison d'être là, celui d'agir, mais on est une association d'entreprises pour, j'allais dire, la promotion de la santé au travail, la promotion de l'innovation à la santé au travail, toujours vue par la UX, c'est-à-dire en fait les utilisateurs et pas seulement les experts. Et donc par là, je dirais que on organise, donc, et souvent avec Préventica, merci à Préventica, des échanges et des tables rondes sur globalement toutes ces questions. Alors, encore une fois, petit historique sur les femmes, je dirais, qui sont vraiment alors, si c'est pas un thème nouveau, hein, ça c'est clair que les enjeux et les besoins des femmes au travail, c'est pas un thème nouveau, mais je dirais que on était un peu, pardon de dire nous, mais c'est quand même ça, un peu sous un double plafond de verre. À la fois le plafond de verre de la santé au travail qui, pendant un certain nombre d'années, et encore récemment, je veux dire que sans doute l'épidémie Covid a permis de complètement renverser les choses, était un peu sous le boisseau et n'intéressait pas fortement les COMEX, ni même d'autres. Et donc là, effectivement, les choses ont changé. Je dois dire que la santé spécifique des femmes, aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles on souhaite le mettre en lumière là maintenant. Et donc on a commencé, poussé par Anaïs, je dois dire, puisque ça s'est fait d'ailleurs autour d'un déjeuner à Préventica il y a un peu plus d'1 an, et je crois, Samia, vous étiez là aussi, c'était de se dire, mais c'est bien de regarder les impacts et les modalités d'intégration des exosquelettes, mais est-ce que finalement, il n'y a pas des questions qui se posent spécifiquement pour l'intégration par les femmes, pour les femmes et autres. Et alors, je me souviens d'un certain nombre, pardon, mais on parle de success story, mais c'est aussi parfois pas mal de parler d'échecs ou en tout cas de retard. Et on s'était rendu compte avec une expérience qui d'ailleurs n'était pas en France, que les exosquelettes c'était absolument génial, mais simplement c'était pour certains pas du tout adapté dans la configuration à la morphologie des femmes qui allaient l'utiliser, et donc les choses avaient été fort difficiles. Donc voilà, donc on a organisé en ce début d'année 2 forums femmes et exosquelettes, donc centrés sur les femmes. L'une, et on reprendra un peu la thématique aujourd'hui, j'allais dire, pour les métiers traditionnellement masculins et qui ont besoin finalement de faire appel à d'autres profils d'opérateurs, et donc que sont les femmes, des métiers masculins. Et puis la seconde, donc, qui était là aussi à Préventica et qui était plutôt sur les métiers et les métiers de soins.
Voilà en gros pour ce qui est des choses. Revoilà nos intervenants, donc à qui on va passer progressivement la parole. Alors si vous voulez bien encore les règles du jeu, hein, c'est toujours pardon, un peu les mêmes, c'est de l'ordre, je serais désagréable comme je sais l'être, excusez-moi, mais ça serait de l'ordre de 7-8 minutes chacun et puis un petit peu de dialogue et ensuite on enchaînera pour, j'allais dire, se donner environ 20 minutes de vous, un quart d'heure à la fin pour pouvoir échanger, rebondir les uns sur les autres, si on peut dire, et développer un certain nombre, globalement un certain nombre de points. Alors, Samia, si vous voulez bien, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Donc Samia, vous êtes ergonome européen, je crois que c'est important de le dire, vous allez nous expliquer en quoi c'est différent d'un ergonome, j'allais dire, normal, ou qui n'a pas cette dimension-là. En tout cas, ce qui me frappe, moi qui connais cette profession, j'allais dire plutôt de l'extérieur, c'est qu'effectivement, vous avez un peu deux types. Vous avez des experts, j'allais dire, en chambre, et puis vous avez des opérationnels qui sont aussi des experts, et des experts de terrain, de ce côté-là, Samia est plutôt sur cette question. Donc Samia, elle est totalement plongée, j'allais dire, dans l'univers logistique. Et donc, Samia, c'est à vous. Donc bonjour à tous. En gros, pour parler de santé des femmes dans le travail, de mon côté en tout cas, il a fallu dans un premier temps que je m'interroge sur la proportion de femmes dans la logistique, et plus particulièrement chez GXO, ce qui me permet de présenter l'entreprise que je représente aujourd'hui. Et puis, je me présenterai ensuite. GXO, c'est un acteur mondial de la logistique. Environ 900 sites dans le monde, 120 000 collaborateurs, 73 sites en France et plus de 6 000 salariés. Et en comptant les intérimaires, on est à plus de 10 000. Les femmes font partie intégrante, évidemment, du processus de croissance économique de l'entreprise. Alors, moi, je suis arrivée, comme vous le disiez, Anne-Marie, il y a quelques années maintenant dans la logistique, il y a à peu près 10 ans maintenant. Un peu par hasard, je l'avoue, sans forcément savoir dans quel monde je mettais les pieds. Finalement, quand on fait ses courses sur Internet ou en magasin, on s'imagine pas forcément l'univers qu'il y a en amont ou en aval de tout ça. Et aujourd'hui, je suis en charge des questions d'ergonomie, de qualité de vie au travail et de maintien dans l'emploi pour GXO France. Et donc, ce sujet-là m'a intéressée. C'est vrai que finalement, je m'étais pas forcément posé autant de questions que ça. En tout cas, voilà, en préparant le sujet, je me suis interrogée pas mal. Et c'est en deux temps que je souhaite développer mon propos. C'est une slide sur quelques indicateurs clés et puis une deuxième sur les actions qu'on a pu mener sur le sujet. J'espère que le contenu vous convient. Alors, quelques indicateurs. Bon, normalement, ça devait s'afficher au fur et à mesure, mais c'est pas grave, vous avez tout. Finalement, dans l'opinion publique, la logistique est souvent associée à un travail physique, manuel, un travail d'homme. Et aujourd'hui, l'entreprise compte 31% de femmes, donc un chiffre assez stable depuis plusieurs années, puisqu'en 2018, donc il y a 5 ans, on était déjà à 30% de femmes dans l'entreprise. La faible proportion de femmes s'explique davantage par, à mon avis, des stéréotypes de genre qui sont assez tenaces, plutôt que par des facteurs de pénibilité auxquels les femmes seraient plus sensibles. En fait, clairement, croire que la difficulté physique du métier serait de nature à défavoriser les femmes, ça apparaît comme plus que jamais incongru finalement. Le deuxième indicateur que vous voyez en haut à droite, c'est c'est un secteur finalement, la logistique, qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Clairement, c'est un secteur en tension, on a du mal à recruter. Et même si les lignes bougent les entreprises des secteurs de la logistique et du transport souhaitent avant tout attirer des talents, et du coup, ils souhaitent attirer des talents, quel que soit le sexe ou le genre de la personne qu'on fera venir dans l'entreprise. Et cela a notamment effectivement poussé les recruteurs des entreprises à s'ouvrir au profil féminin. Et finalement, les femmes sont aussi capables que les hommes d'occuper les mêmes postes. C'est-à-dire de la préparation de commandes, du picking, des caristes. Voilà. C'est aujourd'hui finalement un secteur qui attire quand même pas mal de femmes. Et vous l'aurez compris, si les domaines professionnels de la logistique et du transport recrutent des femmes dans tous les métiers, et ben certaines professions conservent une image assez stéréotypée et masculinisée. Si je peux me permettre juste d'intervenir juste deux secondes, Samia, il me semble quand même que GXO est très légèrement au-dessus
de la moyenne de la profession, puisque moi j'avais en idée, dans l'idée qu'on était plutôt proche des 20-25% en général, et sur la partie opérateur, j'allais dire opérateur physique, de manutention notamment, là on est vraiment max 20% je crois sur la moyenne. Je le dis sur le rapport, mais donc on voit déjà qu'il y a une orientation de ce côté-là qui est intéressante. Oui. Pardon, c'est bien. Ouais, effectivement, vous avez raison. En cherchant un peu, c'est vrai que je l'ai pas dit dans mon propos, mais effectivement, on est autour de 20-25% dans la profession. Il y a des secteurs au sein de la logistique qui sont encore très délaissés par les femmes. Je pense à la maintenance, y compris au transport. Mais effectivement, on a une orientation qui est prise autour de la diversité, de l'inclusion. J'en parlerai un petit peu après. Qui nous permet d'atteindre effectivement ces chiffres-là, qui sont pas encore des chiffres totalement paritaires, mais qui sont déjà voilà, de jolis résultats. Donc finalement, si on regarde le pourcentage de femmes dans la catégorie socio-professionnelle ouvrier, on est à 27%. Donc finalement, c'est pas totalement paritaire, mais effectivement, ce sont des femmes qui sont affectées, tout comme les hommes, à des postes de préparation de commandes, de caristes ou de packing. Le troisième indicateur, c'est l'évolution des femmes, la promotion des femmes, le recrutement des femmes, notamment dans les fonctions support et notamment chez les cadres. En tout cas, chez GXO, on est à 30% de cadres, de femmes cadres. Alors, c'est encore un peu juste pour les femmes directrices de site. Il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, ça commence à évoluer et à changer. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'elles ont un management complètement différent de celui des hommes, qu'elles ont des initiatives, des méthodes de travail qui sont vraiment très différentes. Toujours est-il que, en tout cas, la promotion des femmes nous permet effectivement de réfléchir à une charte de parentalité, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, au développement, maintenant c'est fait, mais du télétravail, une meilleure façon en tout cas de prendre en compte les problématiques des femmes dans nos organisations. Je vous propose de partager avec vous une petite vidéo rapide, 1 minute. Bonjour, je m'appelle Caroline Pexoto, je suis sur le site de Bruyères-sur-Oise depuis 2004. Après l'obtention de mon diplôme, je suis arrivée en tant qu'intérimaire où j'ai fait les postes d'administrative, puis de chef d'équipe, d'animatrice QHSE et depuis 1 an le poste de responsable gestion de stock où je manage entre 15 et 20 personnes. Je viens d'intégrer récemment la formation GOL qui va me permettre de confirmer les compétences que j'ai acquises au sein de mes évolutions professionnelles sur mon site. Aujourd'hui, je conseillerais à de jeunes femmes qui arrivent dans la logistique ou à moi-même il y a quelques années de prendre confiance en soi, de ne pas avoir de crainte du fait d'être une femme dans un milieu qui peut porter à être masculin mais qui ne l'est pas. Il faut tenter les expériences et ça permet d'évoluer et d'arriver à faire des postes très intéressants au sein de la logistique. Voilà, je voulais juste partager avec vous ce témoignage. Je sais pas si je suis... Le verdict va tomber. Ouais, bon voilà, je me dépêche. Oui, le dernier indicateur, c'est 82% de femmes dans le réseau QHSSE. Donc c'est plutôt la prévention en tout cas est plutôt en tout cas chez nous un secteur féminin. Avec des méthodes de travail plus originales, plus ludiques. En tout cas, je sais pas comment expliquer ce chiffre, mais j'avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Peut-être que vous aurez des idées, mais en tout cas, chez nous, en interne, le monde de la prévention est un secteur plutôt féminin. Et enfin, voilà, si je dois vous partager ou partager avec vous quelques éléments d'action, en tout cas des mesures que l'on a mises en place autour de 2 mots d'ordre, l'égalité et la mixité. Les femmes sont donc en train de prendre une place de plus en plus importante au sein de ces secteurs qui sont réputés masculins, on l'a dit. 3 types d'actions. Nos actions dites humaines et sociales qui tendent à démystifier ces métiers-là et mieux les valoriser, en intégrant, je l'ai dit tout à l'heure, la notion d'équilibre vie privée et vie professionnelle, la notion de conciliation des univers de vie, d'égalité professionnelle, notamment dans nos accords avec nos partenaires sociaux. C'est aussi par le spectre de la diversité et de l'inclusion que sont abordés les sujets liés aux droits des femmes, avec un nombre de communication, de sensibilisation, d'affichage dédié à la santé des femmes, autour du dépistage du cancer du sein, de la ménopause, des violences sexistes et sexuelles, autour du harcèlement,
Donc ça, c'est la première typologie d'action que l'on mène. La seconde, ce sont des solutions plus organisationnelles pour encourager notamment la promotion interne, pour encourager les évolutions de carrière. C'est une façon aussi de prendre soin des femmes, comme des hommes d'ailleurs, dans l'entreprise, de favoriser la polyvalence, les rotations. On s'est doté d'un outil que vous connaissez sans doute, qui va nous permettre d'enregistrer et de cartographier un certain nombre de postures. Ça nous permet d'entrer par le biomécanique pour pouvoir cartographier nos postes de travail et pouvoir se dire, voilà comment est-ce qu'on réfléchit dorénavant notre polyvalence. Et enfin, troisième point, il faut savoir que c'est un secteur d'activité qui a énormément évolué au fil des années avec des nouvelles technologies qui ont notamment permis de rendre certaines tâches moins difficiles, moins pénibles. Alors certaines d'entre elles sont même complètement automatisées maintenant. Donc on mène encore des tests de dispositifs d'assistance technique pour créer, pour mieux réfléchir notre organisation, mais aussi pour mieux limiter la pénibilité de nos postes de travail. Pardon de la frustration, Samia, et merci, un grand merci pour ça. On aura à revenir justement, je pense, en discussion avec tous là-dessus pour revenir justement sur les points organisationnels ou de flexibilité du travail ou autre, spécifiquement féminin. Merci de ce premier balayage et merci de cet éclairage parce que ça nous change un peu les idées reçues qu'on peut effectivement avoir sur un secteur. Ça anticipe aussi pas mal sur ce que sera l'un des sujets de Préventica Toulouse, puisqu'on l'a choisi avec un certain nombre de vos homologues de creuser justement la question logistique et femmes de ce côté-là. Alors, une autre optique, on va demander maintenant si vous voulez bien peut-être arrêter de partager, Samia, votre écran, et puis on va en venir en plein écran, si je peux me permettre, à Sébastien. Sébastien, ça va être à vous. On vous voit en majesté là, et c'est aussi bien, voire sinon mieux. Merci. On n'a pas d'appui de PowerPoint derrière, et c'est bien. Donc Sébastien est avocat. Il est. Merci. Donc Sébastien, ça va être à vous. Écoutez, merci Anne-Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous pour évoquer effectivement ce sujet ô combien important et souvent, malheureusement un peu l'angle mort souvent des politiques de prévention dans les entreprises et donc avec des marges de progression importantes. Moi, je vais vous livrer un peu mon retour d'expérience, alors avec un regard plus effectivement juridique, forcément de par mon métier, et puis le fait que j'accompagne des entreprises aussi bien en conseil qu'en contentieux, mais de tout type de secteur d'activité, avec finalement des configurations de métiers mixtes, féminisés, masculinisés. Donc on trouve effectivement de tout, et face à ça, un peu de toutes les politiques. Ce que je voudrais dire en quelques mots, peut-être par rapport à ce sujet qui est vaste, parce qu'il est très, il a plein de ramifications dans tous les sens. Et donc, nous, c'est vrai qu'on peut avoir la tendance à voir les sujets un petit peu de manière très segmentée par rapport aux problèmes finalement qui surgissent dans les entreprises. Bon, ce qui est important, c'est toujours de garder une vision globale des choses. Et bon, voilà, ceux qui me lisent régulièrement sur Préventica. Justement, qu'est-ce qui vous frappe, si je peux me permettre, sur les évolutions, sur un plan, juridique, qui soit contentieux ou qui soit pas, sur les vigilances principales que vous conseilleriez? Alors, sur les points de vigilance, aujourd'hui, alors faut distinguer toute la partie finalement un peu des expositions en matière de sécurité et de santé plus généralement au travail, sachant qu'il y a la sécurité physique et puis la santé mentale. Aujourd'hui, c'est vrai que la santé mentale occupe quand même pour les femmes une très grosse partie
et c'est indispensable de travailler là-dessus en prévention. Donc on a énormément de problématiques qui entre les RPS, la surcharge de travail, burn-out, jusqu'aux problématiques de harcèlement moral et ou sexuel, avec aujourd'hui un cadre beaucoup plus renforcé sur les mesures de répression justement de ces phénomènes-là. Donc il y a effectivement des pratiques et des compréhensions à faire évoluer, hein, qui touchent souvent effectivement aux représentations. Je pense que voilà, il y a d'un côté la question des expositions, comment on travaille dessus, comment est-ce qu'on gère les choses, avec à mon avis deux aspects, c'est-à-dire que il y a un angle collectif, c'est-à-dire que on va devoir s'intéresser aux questions de santé et plus généralement effectivement d'inclusion sur le plan collectif dans l'entreprise au travers aussi bien de l'évaluation des risques professionnels, puisque c'est pas très connu, mais c'est vrai qu'on est censé tenir compte de l'impact différencié des expositions en fonction du sexe. C'est pas souvent très appréhendé dans le cadre des documents uniques d'évaluation des risques professionnels, mais ça peut avoir en tout cas du sens. On va avoir la question de toute la partie gestion du CSE, avec effectivement de nombreuses attributions du CSE sur le plan collectif, en termes de prise en compte finalement des problématiques spécifiques de risque, et puis plus généralement de qualité de vie des candidats. Pardon Sébastien, je vous interromps, mais juste pour bien cibler sur la question des femmes, ou par exemple les différents ou risques ou évolutions que vous avez pu voir récemment ayant trait à la situation, statut des femmes, ou juste un exemple peut-être ou un exemple, je pense que alors là on va être plus sur la partie sinistralité entre guillemets, c'est-à-dire quand il y a effectivement des incidents, des accidents, des maladies. Je pense à un exemple récent qui a été jugé par la cour d'appel de Douai il y a quelques semaines en arrière, si vous voulez, sur un cas d'une femme enceinte par exemple qui a attaqué son employeur, entre autres choses, devant le conseil de prud'homme pour manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé, parce que étant enceinte et en contact direct avec la clientèle, eh bien, elle faisait l'objet de consignes que les juges ont estimées précises, c'est-à-dire que elle avait besoin de s'absenter de son poste alors qu'elle était en contact avec les clients pour pouvoir aller se faire des piqûres en fait, parce qu'elle avait un problème de pathologie, et donc elle avait des consignes en fait très contraignantes dans le cadre du temps qu'on lui laissait pour pouvoir aller faire ça, et elle était confrontée à son retour au mécontentement des clients. Bref, effectivement, il y avait un cadre organisationnel qui n'était pas du tout adapté au regard de la situation personnelle. Et là où je voudrais en venir sur l'enjeu qui me semble important dans ce domaine, c'est de bien travailler sur les aspects collectifs en prévention des risques, mais aussi toujours penser qu'il y a une nécessité d'individualisation des situations, d'approche individualisée dans la prévention, avec la médecine du travail, avec tenir compte des capacités des personnes. Et c'est vraiment un nid à contentieux, ça. Donc, il y a le cas des femmes enceintes, mais on va avoir beaucoup aujourd'hui dans les champs de risques nouveaux la question, par exemple, du préjudice d'anxiété. Je pense notamment à tous les sujets un peu émergents sur les perturbateurs endocriniens qui peuvent poser des problématiques sur la natalité, où effectivement aujourd'hui la jurisprudence a vraiment ouvert les vannes potentielles sur la possibilité d'être indemnisé, sans même qu'il y ait d'accident du travail ou de maladie professionnelle, mais du fait qu'on est exposé à des substances nocives ou toxiques qui peuvent entraîner un risque de pathologie grave et un préjudice personnel en fait. Voilà, donc là on va peut-être vous repasser la parole ensuite une fois que chacun se sera exprimé. Donc là ce que vous nous disiez, c'était finalement d'être vigilant à la fois en tant qu'employeur, et donc là je vais passer la parole à ma voisine globalement tout à l'heure sur cette question-là, et en même temps sur notamment des expositions à risques chimiques par exemple qui peuvent être un peu spécifiques et avoir côté j'allais dire d'opératrices ou de personnel féminin, davantage de questions. Sébastien, je pense que ce que je vous propose, c'est que peut-être vous mettre la caméra peut-être là maintenant, si tu veux bien, sur Séverine. Et puis que vous reveniez après dans le cadre du
débat qu'on va avoir pour peut-être réagir à certains des cas plus spécifiques. Là, on était tout à l'heure avec Samia sur la question de la responsabilité, si on peut dire aussi de l'action, mais derrière aussi de la responsabilité HSE. Là, maintenant, on a la chance, si je peux me permettre, d'avoir avec nous Séverine Gravier, donc, qui est directeur général d'une structure qui s'appelle Iséis. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle est un peu triple regard, et en même temps, elle est en plein assumant, j'allais dire, tous les risques, c'est-à-dire à la fois les risques de vos employés, mais en même temps le risque de l'employeur sur ce type de questions. Donc la parole est peut-être la parole est à vous. Donc Séverine, si vous voulez bien, voilà, nous présenter un petit peu à la fois votre activité et en même temps ces enjeux, comment vous les avez découverts, et j'imagine aussi comment vous les avez ressentis, vous, en tant que femme à la tête d'une structure dans laquelle vous avez dû, je pense, et là et ailleurs, gravir les différents échelons. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie. Je me permets de rebondir déjà sur la notion de risque, parce qu'effectivement vous avez parlé du risque employeur en termes de responsabilité, et le risque pour nos salariés, et en plus nous, et je vais en venir à l'explication de notre activité, il y a le risque chez nos clients. Parce qu'en fait, nous, notre métier, c'est un métier de soins, pas au sens curatif du terme, mais au sens de prévention du risque et de la protection de la santé, et de la recherche même, j'irai jusqu'à la sérénité, puisqu'on a parlé aussi beaucoup de QVT avec Samia et Sébastien. Donc nous, notre métier, c'est s'occuper de la protection et de la santé des salariés, des salariés de nos clients, finalement. Et principalement dans le monde du BTP, qui est un monde justement majoritairement un univers quand même assez masculin, et dans l'industrie d'une manière générale. Donc, pour reprendre un petit peu la présentation de Samia, nous aussi on a 30% de femmes chez nous. Alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet toutes les deux en fonction de nos entreprises. Et on a 50%, et on en est très fiers, de femmes au sein du comité de direction. Donc ça, c'est par rapport à chez nous. La difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui au niveau de la santé de nos salariés, c'est qu'on intervient dans un milieu qui est à risque. Donc certes, c'est notre cœur de métier de gérer les risques. Donc au niveau de la santé et de l'exposition de nos salariés, il y a un enjeu majeur, puisque nos salariés sont dans des endroits exposés. Donc vous le parliez tout à l'heure de la problématique d'exposer notamment les femmes enceintes. Donc ça, c'est une problématique chez nous. Donc on doit, et c'est la responsabilité de l'employeur, effectivement, de trouver des solutions palliatives pour ne pas exposer ses salariés, c'est sa responsabilité. Et je pense qu'également, on a une responsabilité au niveau de l'entreprise qui est une responsabilité sociale. Donc la question de la santé des femmes, elle est aujourd'hui pour moi importante. Alors évidemment, je suis une femme aussi. Mais elle est importante parce que je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui de travailler sur cette question de femmes et santé, de réfléchir, de donner la parole aux femmes et de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, donc il y a la problématique de la santé physique. On l'a évoqué, donc vous le voyez sur les images, on met à disposition ce qu'on appelle des EPI, équipements de protection individuelle. Là-dessus, il y a un gros travail qui est fait aussi au niveau des fournisseurs pour adapter les chaussures. Il y a quelques années, on ne trouvait même pas de chaussures à la taille adaptée pour les femmes. En dessous de 40, point de salut. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça existe, c'est bien, il faut encore qu'on cherche. Donc je dirais que pour nous, c'est plus vraiment un sujet. Le sujet majeur aujourd'hui qu'on a, nous, c'est plutôt un sujet au niveau des risques psychosociaux. Donc, ça a été évoqué aussi précédemment. Et quand je parle des risques psychosociaux, c'est majoritairement les enjeux de charge mentale, qui est une notion importante, en tout cas je pense pour moi, et qui nécessite aujourd'hui d'en parler. On a 70% encore des tâches ménagères et parentales dans toutes les familles qui sont effectuées par les femmes aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. M'en voulez pas, messieurs. C'est les chiffres INSEE. Donc la notion de charge mentale, on avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient avant. Donc aujourd'hui, elles doivent assumer leur travail, quel qu'il soit, et en plus garder quand même 70% des tâches. Donc la notion de charge mentale, c'est penser systématiquement à deux mondes complètement distincts, et souvent le monde professionnel et le monde personnel, et je dirais que les choses se mélangent encore plus avec le télétravail. La difficulté du télétravail, c'est qu'à la fois... Et je vous interromps encore, mais si je peux mettre, ça se complexifie d'autant que vos intervenantes interviennent chez des tiers. Elles ont à la fois la propre culture et les propres processus de leur entreprise à développer, et en plus celle
de la structure dont elles doivent prendre soin. Exactement. Donc en plus du reste, ça se rajoute, cette forme de coactivité se surajoute. Tout à fait. C'est qu'elles prennent soin des autres et que nous, on doit prendre soin d'elles. Et effectivement, en plus, elles ont tout le reste de leur vie au quotidien. Quand on peut, on met en place du télétravail, principalement pour le personnel administratif. La difficulté quand on a des gens à demeure de nos personnels chez les clients, effectivement, c'est que souvent, le télétravail n'est pas possible. De la même manière, les adaptations du poste de travail. Alors, on a eu une collaboratrice qui s'est abîmé le genou, ben on l'a mis en télétravail parce que c'était possible. Pareil pour la femme enceinte, quand c'est possible, on le fait. Si ça n'est pas possible, on essaye de trouver d'autres possibilités, mais c'est assez complexe par rapport à nos métiers. Donc ça, c'est la notion au niveau des risques psychosociaux de la charge mentale. Et il y a un autre sujet qui est très important et sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, qui est un sujet excessivement complexe, on l'a évoqué aussi, c'est les agissements et le harcèlement sexiste et sexuel. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un univers excessivement masculin, et la réalité du terrain et la réalité de ce que rencontrent nos collaboratrices aujourd'hui, alors des fois c'est sympa, hein, ça peut être une demande en mariage, jusqu'aux propos excessivement graveleux, voire des attouchements, voire des agressions sexuelles. Donc la réalité du terrain, c'est ça. Et la problématique, elle est que quand vous n'avez qu'à traiter, entre guillemets, ce qui est déjà complexe, les enjeux de liens hiérarchiques en interne dans l'entreprise, c'est déjà complexe à traiter. Et je le redis, moi aujourd'hui j'ai une responsabilité d'employeur, mais j'ai une responsabilité sociale, absolument d'être vigilante sur ces questions-là, bien au-delà de mon exposition en termes de responsabilité, et j'y tiens. Donc en interne c'est déjà complexe, mais on communique beaucoup dessus. Mais quand vous avez en plus la relation commerciale qui s'y mêle, c'est encore plus compliqué. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, et on fait le travail en interne pour essayer de sonder les gens, d'en échanger, de mettre en place des groupes de parole, c'est que malheureusement, vous parliez de data tout à l'heure, on a très peu de remontées en réalité. On a très peu de remontées parce que il y a des difficultés à parler, et pourtant, et je vous le dis en toute transparence, naïvement, et avant de venir aujourd'hui, j'ai fait le tour de chez moi, de mes équipes féminines, pour savoir comment elles se sentaient au niveau de leur santé physique, comment elles se sentaient au niveau de leur santé psychologique, et notamment ces enjeux et ces risques d'agissement et de harcèlement sexiste et sexuel. Et bien le retour quand même, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne me sont pas remontées. Et tout à fait naïvement, et j'ai pris une claque d'ailleurs quand j'ai eu ce retour-là, c'est que moi je me disais, je suis directrice générale, je suis une femme, évidemment que tout le monde va venir me remonter que quand il y a un client qui va essayer, qui sort de ce qu'il devrait faire, ça va m'être remonté. Ben pas du tout. Parce que cette notion d'enjeux commerciaux, elle va complexifier encore plus la relation. C'est sans doute très fort de ce côté-là. Donc ça c'est complexe. Donc aujourd'hui on met en place un dispositif justement, et on a d'ailleurs un CSE ce jeudi pour en échanger avec nos partenaires. On est en train de mettre en place tout un dispositif chez nous pour travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet excessivement complexe. Donc il y a les enjeux, et Sébastien en parlait tout à l'heure, effectivement la loi est de plus en plus claire sur le sujet, et il y a un système de répression. Cela dit, encore faut-il que la parole se libère. Oui. Et la parole, elle peut se libérer justement, notamment avec des actions comme on fait aujourd'hui, de parler de ces sujets-là. Et pour moi, c'est excessivement important de libérer la parole, de mettre en place des groupes de parole, et surtout de déculpabiliser les femmes, notamment sur cette notion-là. Et on travaille également, parce que je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'employeur, également en tant que femme, aussi, de faire parler les femmes et de faire parler les hommes. On est en train de mettre en place un jeu et un système en interne sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et on a une responsabilité aussi pour tout simplement, pour des enjeux culturels, pour plein de raisons, d'expliquer ce qui peut se dire en entreprise, ce qui ne peut pas se dire en entreprise. Et ça, c'est important qu'on puisse communiquer avec les hommes et avec les femmes de ce qui est de l'ordre. De le partager. Voilà, de le partager et de communiquer sur le sujet. Et ça, c'est vraiment important chez nous. Et pour moi, c'est vraiment, parce que c'est excessivement complexe comme sujet, c'est un sujet qui impacte les émotions des gens. L'émotion, elle est excessivement différente en fonction des gens, mais ce qui est certain d'une manière générale, c'est que l'émotion, elle est vraie, elle est réelle.
Et on ne peut pas juger l'émotion d'un autre. Et il est excessivement important de prendre toutes les émotions comme elles viennent et ensuite de les traiter. Et on ne peut les traiter que via des groupes de parole et via un échange et une communication importante. Et surtout un accès au management, j'y tiens beaucoup. Rendre un management très accessible. Merci de votre exemple et de vos exemples. Et je pense que Samia, que j'avais rencontré à une époque, c'était exactement sur ces types de sujets, mais qu'on n'abordait peut-être pas aussi clairement. Je pense qu'on va avoir à reprendre et à dialoguer là-dessus, et notamment quels sont les rôles des uns et des autres. J'ai tiré aussi bien le rôle d'une direction générale comme vous êtes, comme aussi une direction RH, des responsables RH ou des responsables HSE là-dessus. L'importance que vous montriez, c'est le partage sur tout ça avec les vigilances, j'allais dire juridiques, que Sébastien le mettait tout à l'heure. Alors, on demandera tout à l'heure et un peu plus tard à Jérôme Chemin, donc c'était comment il réagit notamment pour structurer, j'allais dire, le dialogue social de ce côté-là. Mais on va prendre, si vous voulez bien, un troisième aspect encore, j'allais dire troisième regard féminin, après le regard HSE, vous êtes 82% chez vous, bravo Samia, le regard de direction générale. Alors, je sais qu'on a fait, paraît-il, des progrès beaucoup en France dans ce qui est la représentation, en tout cas des femmes, au moins dans les conseils d'administration, un peu dans les COMEX, mais il reste encore à faire. Mais cette fois-ci, et Anaïs, si vous êtes en bout de ligne, Anaïs, ça va être à vous là maintenant. Anaïs Chorel, donc, elle, responsable. Alors, elle est d'une start-up qu'on adore. Je veux dire que je les ai connus tout petits, puisque vous étiez tout petit, et c'était Antoine, d'ailleurs, je crois que vous n'étiez pas là, c'était dans un Préventica, et où sortant, j'allais dire, d'un univers qui était plutôt d'application médicale, puisque JAPE, qui est la structure d'Anaïs, JAPE médical, et qui était plutôt de réhabilitation, si on peut dire, des cassés ou des troubles d'abord médicaux, venait sur ces questions de santé-travail, et donc il s'est entouré, et fort bien entouré, ils sont trois, je crois avoir monté ça, et notamment Anaïs. Donc Anaïs, vous allez nous dire à la fois votre parcours, et puis en même temps, je dirais que vous êtes, je crois, alors vous êtes 60% de femmes chez vous, c'est ça, globalement, dans l'entreprise. Alors voilà, Anaïs, c'est à vous, je dirais, un peu comment vous, là aussi, tous azimuts, à la fois vous comme femme, vous avez senti cet univers dans lequel vous intervenez pour intégrer, enfin encore une fois, des dispositifs d'assistance physique, et puis à la fois votre équipe et comment elle travaille aussi en interface, encore une fois, avec les tiers que sont vos clients. C'est un peu le même type de problématique dans un autre style que ce que disait Anaïs. Anaïs, c'est à vous. Alors, merci Anne-Marie. Alors, effectivement, quand on parle de la santé des femmes dans le monde du travail, d'abord, on se rend compte, comme le disait Samia, qu'on fait face à des stéréotypes. Des stéréotypes qui disent que certains métiers seraient plus adaptés aux hommes parce que potentiellement beaucoup plus compliqués, comme la logistique ou comme le BTP, où on peut avoir ces stéréotypes genrés sur les métiers. Mais finalement, si on compare un métier de la logistique ou un métier du BTP, est-il réellement plus physiquement facile que les métiers du soin ou du service, du soin à la personne ou du service, où de la même façon, il y a des ports de charge qui sont des patients dans le cadre du soin à la personne, et où finalement les poids pouvant être mobilisés sont parfois et souvent bien plus lourds que ce qu'on pourrait le voir dans le BTP ou dans la logistique. Ces métiers, pour moi, ils me semblent tout aussi, voire plus compliqués physiquement. Et en fait, ils font juste face à un stéréotype genré de métier qui dit qu'aujourd'hui, un homme ira plus facilement vers de la logistique ou du BTP et une femme plutôt vers du service ou du soin à la personne. La question, elle est comment est-ce qu'on peut casser ces stéréotypes? Comment est-ce qu'on peut ouvrir ces nouveaux métiers qui sont plutôt typiquement masculins aux femmes, parce qu'on voit qu'ils peuvent attirer également des femmes, puisqu'il y a quand même beaucoup de variabilité de métiers qui peuvent exister, des perspectives d'évolution, comme le disait Samia, et c'est aussi des jolis métiers sur lesquels les femmes devraient pouvoir, elles, se projeter. Et là, on va rentrer en compte de comment est-ce qu'on va prendre en compte la santé des femmes dans ces métiers qui sont potentiellement un peu physiques.
Donc ça va passer par effectivement tous les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux, organisationnels, sur de la rotation de poste, par exemple, qui peut faire diminuer les contraintes physiques d'un métier ou d'une seule tâche en faisant de la variation de tâches et de postes. Et quelle typologie d'assistance, d'assistance physique ou d'équipement on peut mettre à disposition, tant pour aider les femmes que les hommes, puisque les poids portés, au final, ou les mouvements répétitifs, ils sont faits autant par une femme que par un homme. Tout ça, ça fait écho sur la partie conception de toutes ces technologies qui sont développées, parce qu'effectivement, pour que cette technologie elle puisse être utilisée autant par un homme que par une femme, il faut qu'elle soit conçue pour pouvoir être utilisée tant par un homme que par une femme. Et là, je vais prendre plus ma casquette de chez Japé. Nous, on a fait effectivement le pari de très rapidement essayer d'attirer des talents féminins dans l'équipe design et confection afin d'avoir le regard féminin sur la conception de dispositifs. Pourquoi ? Parce que naturellement, l'être humain, il conçoit quelque chose par rapport à son spectre à lui. Donc, un homme va forcément plus orienter sa conception pour une utilisation masculine. Une femme va plutôt prendre en compte une utilisation féminine. Et dans le développement de nouvelles solutions, c'est la collaboration entre des hommes et des femmes qui feront que demain, les outils pourront être adaptés à l'ensemble des genres et quel que soit le métier. Ce qui n'était pas forcément le cas. Juste question Anaïs dans ce sens-là aussi. Donc on voit bien globalement que pour équilibrer les choses, puisque finalement la moitié de l'humanité, 51% d'ailleurs on est majoritaire, est globalement constitué de femmes. Vous, je dirais, dans ce qui est justement ce dialogue ou cet ajustement complètement opérationnel que vous avez avec vos utilisateurs, est-ce que vous voyez des différences hommes-femmes ou des rapidités ou autres encore une fois, sur ces questions de santé et d'appui à l'utilisation? Ce qu'on se rend globalement compte, c'est que les femmes sont généralement plus ouvertes à l'intégration de nouvelles solutions d'assistance physique. Est-ce que c'est parce qu'elles prennent plus soin de leur santé ou est-ce que c'est parce qu'elles se pensent moins capables de pouvoir assumer des ports de charge ou des mouvements répétitifs? Ça, effectivement, on ne sait pas trop. Par contre, globalement, ce qu'on observe, c'est que une femme va au premier abord plus facilement accepter de porter un équipement qui est là pour la protéger, la soulager, l'aider au quotidien dans son travail, peut-être un peu moins d'ego aussi. Et après, effectivement, dès lors que la personne, mais que ce soit un homme ou une femme, derrière, sent un bénéfice à l'utilisation d'un dispositif d'assistance physique, forcément, là, l'acceptabilité, elle sera positive. Par contre, on remarque effectivement que les femmes prennent peut-être plus en compte leur santé au travail, dans le sens où elles sont plutôt très ouvertes à l'idée de tester des dispositifs d'assistance physique qui peuvent lui apporter une aide. Ça c'est une chose que vous rapportez, mais je vois effectivement, en tout cas dans ce domaine des exosquelettes, mais aussi sur d'autres, et ce que remontent aussi d'autres études, c'est qu'on voit effectivement spontanément, d'un certain côté, il y a moins de freins pour les femmes à dire les choses, ou à sentir besoin d'un appui, ou à sentir, ou à exprimer à la limite le besoin d'un diagnostic. Alors, je vois aussi là pour une de vos collègues, puisque de vos co-intervenantes dans nos différents UX forums précédents, je vois Justine qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais me dire qu'il y avait, et là elle est dans du conditionnement de poisson, donc un métier qui est plutôt masculin, et donc qui là aussi a besoin d'attirer des compétences féminines, et aussi je dirais globalement de les conserver. Et ce qu'elle disait, et je me souviens, Samia, vous disiez un peu la même chose là aussi, c'est que ça avait aussi une espèce d'effet de contamination, c'est-à-dire que le fait que les femmes puissent exprimer un certain nombre de choses et un certain nombre de besoins
besoin justement en appui vie écoute, finalement ça faisait positivement évoluer les choses pour tout le monde, parce que ça libérait aussi la parole du côté des bonshommes, finalement de la même façon. Anaïs, un mot encore, où on peut passer la parole à Jérôme? Alors oui, non, mais là où je vais rebondir effectivement sur ce que vous disiez. Effectivement, nous on l'a vu chez Ilevia, donc sur la maintenance des bus, où il y a une femme qui souhaitait rejoindre cette équipe, donc un métier masculin avec des ports de charge de 80 kilos sur un métier qu'on peut pas automatiser parce que c'est de la pose de poteaux transitoires de transport. Et en fait, l'intégration de l'exosquelette a commencé par une femme qui souhaitait faire ce métier et souhaitait se faire accompagner pour pouvoir perdurer très longtemps dans ce métier. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que progressivement, ses collègues hommes lui ont demandé de tester la solution pour voir ce que ça faisait. Et au final, en fait, c'est sa démarche, sa prise en main de sa propre santé qui a fait prendre conscience à ses collègues hommes que eux aussi pouvaient prendre soin de la leur et permettre d'avoir au sein de cette même activité qui était initialement 100% masculine, de voir ouvrir des perspectives de féminisation pour l'entreprise Keolis. Ça, le chemin vers l'égalité, il passe par là, et d'un certain nombre par l'assimilation de cette forme de modestie, finalement, qui est de dire, tiens, je vais t'emprunter, c'est juste pour savoir à quoi ça ressemble, c'est parce que je voudrais ressentir ce que tu ressens. Et en fait, peut-être que je serais intéressé quand même. Merci Anaïs de ce côté-là. Samia, un mot vous de ce côté-là aussi sur la perméabilité, j'allais dire, homme-femme, si on peut dire, sur ces enjeux-là et sur la pédagogie mutuelle, où on y reviendra tout à l'heure. On pourra y revenir tout à l'heure, parce qu'on va laisser les collègues... Ouais. Alors voilà, donc il a été question, merci. Il a été question, là, est-ce que vous disiez, c'est que demain, par exemple, ou après-demain chez vous, vous allez avoir un CSE sur le sujet. Sébastien nous a rappelé là aussi que c'était globalement dans ces questions-là. Alors, Jérôme, avant de te passer la parole, donc Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de CFDT Cadre, juste, alors c'était il y a 10 ans au moins, c'était avant que je te connaisse, donc voilà. Et on avait voulu au CERF commencer à investiguer de ce côté-là. Je me souviens, c'était pas chez toi, c'était pas ta centrale, pas du tout. Mais je me souviens d'avoir posé la question, on avait téléphoné, qui était une fille qui était la permanente là, et je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresserait vraiment de savoir, est-ce que vous, de votre côté syndicat machin, qu'est-ce que vous faites, et qu'est-ce que vous faites déjà, est-ce que vous prenez en compte elle dit, c'est une question intéressante et je vous remercie d'avoir posé, mais j'ai pas de réponse, donc pas encore, mais peut-être que ça viendra. Donc voilà, et là, ça vient, et ça vient depuis un petit moment. Jérôme, à toi. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous pour ce sujet passionnant donc sur la santé des femmes. Alors historiquement, le sujet est pris quand les femmes sont bien représentées, j'ai envie de dire. Au sein de la CFDT, on a la chance d'avoir la parité chez les adhérentes et les adhérents, donc 51% de femmes et 49% d'hommes. Alors, chez les cadres, c'est un petit peu différent, on est à 46% de femmes et 54% d'hommes, donc la parité n'est pas encore totale. La parité, c'est aussi dans les instances dirigeantes, puisque nous allons demain changer de secrétaire général pour laisser pour la deuxième fois la place à une femme à la tête de l'organisation, et j'ai envie de dire enfin. Voilà, chez nous, en tout cas, on était très pressés pour que ça revienne un petit peu sur la table. Alors pourquoi? Pour des questions, je pense, le maître mot de tout ça, c'est la visibilité. C'est-à-dire que il y a encore, on pourrait croire aujourd'hui que le contexte est plus favorable, c'est vrai, par rapport moi où j'ai commencé il y a plus de 15 ans, même un peu plus maintenant, le syndicalisme, c'est vrai que les questions ont énormément évolué, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, nous, il y a deux aspects sur la santé des femmes. On travaille sur deux choses importantes. Premièrement, déjà sur la première population, c'est-à-dire que les femmes qui vont bien, on essaye qu'elles restent en bonne santé, et c'est déjà le premier travail à faire. C'est vrai qu'on parle souvent de celles qui ont des soucis de santé, etc. Nous, déjà, la priorité, c'est de travailler sur celles qui sont en bonne santé pour les maintenir en bonne santé, évidemment, puisqu'on est vraiment sur les aspects de prévention. Et puis, la deuxième population, c'est évidemment celles qui vont un peu moins bien, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, sur lesquelles je vais pas revenir.
Là-dessus, on a évidemment différents modes d'action. Hein. Je partirais du micro pour aller vers le macro. Le micro, évidemment, c'est l'entreprise. C'est que ce soit la petite entreprise ou la grande entreprise, hein, au cœur des instances représentatives du personnel. Et là-dessus, évidemment, on a eu une petite problématique avec les ordonnances Macron, c'est la disparition des CHSCT, qui a quand même très compliqué, je dirais, la prise en charge de certaines problématiques sur les dossiers, et plus particulièrement sur les dossiers des femmes. Le deuxième aspect important, c'est les négociations. Et aujourd'hui, on voit en effet dans les négociations d'entreprise une prise en charge beaucoup plus grande des sujets liés à la santé et plus particulièrement des sujets liés aux femmes. Alors, ce qu'on essaie de faire dans les négociations d'entreprise, c'est de couvrir tous les aspects. C'est-à-dire qu'il serait un petit peu réducteur de travailler sur la question des femmes uniquement dans la négociation égalité pro, et puis de laisser un peu tomber tout le reste. Donc, ce qu'on essaie vraiment de faire, nous, à la CFDT, c'est d'avoir une vision globale de la question et de toucher véritablement à la problématique de la santé des femmes, je vous le disais, en bonne ou en moins bonne santé, en tout cas sur tous les sujets. Et là, je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre actuellement, c'est que les stéréotypes ont la vie dure. Les stéréotypes ont la vie dure. Vous l'avez très très bien dit, les charges domestiques reposent encore principalement sur les femmes. Vous avez parlé du télétravail, qui a accentué malheureusement dans beaucoup de cas je dirais les différences femmes-hommes sur la prise en charge des tâches domestiques. On aurait pu espérer que ça soit que ça puisse une meilleure répartition des tâches, c'est malheureusement pas le cas. Vous avez parlé aussi de la violence faite aux femmes. Ça, c'est un grand sujet aussi sur lequel on travaille à la CFDT. Voilà, donc des sujets qui sont un petit peu mis en avant. Et puis, j'aimerais parler un petit peu des autres sujets plus spécifiques, hein, qui sont en train de monter. Qui sont notamment deux congés importants, le sujet de l'endométriose, et vous affichez Anne-Marie le webinaire qu'on a pu organiser il y a plus de 2 ans maintenant, hein, à une époque où le sujet était abordé mais pas autant qu'aujourd'hui, donc on avait essayé vraiment de sensibiliser nos adhérents à ce sujet. Et puis le deuxième qui fait énormément débat aujourd'hui dans les entreprises, hein, qui est le congé menstruel. Voilà. Donc, ce sont en tout cas des sujets. Pour moi, quand ça fait débat, j'aime bien. J'aime bien parce qu'au moins on parle du sujet et en tout cas on réfléchit, on n'est pas sur des positions fermées. Alors, pourquoi je parle un petit peu de tous ces sujets rapidement? C'est parce que aujourd'hui, on est moi ce que j'appelle presque à un tournant. C'est-à-dire que on est en train de se demander, voilà, est-ce qu'on continue à aller vers la spécification plus grande encore des problématiques de santé des femmes, ou est-ce que finalement on évite, nous ce qu'on veut vraiment, hein, et c'est nos adhérentes qui le disent, c'est d'éviter la stigmatisation. On ne veut pas aujourd'hui avoir d'être stigmatisés dans les entreprises ou dans les administrations. Donc la réflexion aussi qu'on est en train d'avoir, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne réfléchit pas à des nouvelles mesures, des nouvelles formes de congés, etc., qui peuvent bénéficier à tous et qui permettent un petit peu d'anonymiser, j'ai envie de dire, la cause de l'absence. Parce que c'est aussi quelque chose, évidemment, de très demandé. On est encore dans des modes où il faut des justificatifs, hein, ce qui peut être normal. Voilà, mais on essaie en tout cas de lever un petit peu tous ces freins. À côté de ça, je peux évidemment ne pas parler, en tant que syndicaliste, on pourrait me le reprocher de ne pas parler de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle nous pose évidemment un certain nombre de problématiques. On a parlé tout à l'heure des femmes avec les carrières hachées. On a parlé aussi de report de l'âge à la retraite, y compris pour les femmes avec carrière longue. On pourrait parler aussi de toutes les pensions de réversion, etc. Et surtout sur la santé, évidemment, de veiller à maintenir, là c'est femmes comme hommes, mais puisqu'on est sur les femmes, hein, de maintenir le plus longtemps les gens en emploi. Puisqu'évidemment, le but aussi des gens, hein, c'est de rester en emploi et de rester en emploi en bonne santé. Voilà, donc là-dessus, on va avoir très certainement une négociation qui va s'ouvrir de plus en plus dans l'entreprise, qui est la négociation des seniors et sur lesquelles on portera un certain nombre de revendications donc sur les femmes. Alors aujourd'hui, on est dans la semaine de la QVCT, hein, donc c'est tout à fait intéressant puisque justement on était très attachés à ce que soit rajouté le C de QVCT, savoir travailler sur les conditions de travail. Et les conditions de travail, elles sont très larges. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans les négociations, on essaie de couvrir un maximum de spectres sur ces sujets-là. On parle énormément du temps de travail dans nos négociations. On parle énormément actuellement de la semaine de 4 jours. Pareil, donc on essaye de veiller à ce que la semaine de 4 jours ne se fasse pas en faveur des hommes dépend des femmes. Hein. En gros, pour vous la faire caricature,
le 5e jour, l'homme va faire du sport et les loisirs, la femme va faire les tâches domestiques. Voilà, donc on essaie véritablement de vérifier qu'à chaque fois qu'une nouvelle problématique, un nouveau sujet de discussion arrive, on soit bien dans une démarche d'égalité, toujours pour cet aspect sur la santé. Parce que on a parlé aussi, et là on est à la CFDT cadre, on a parlé des RPS, c'est quelque chose évidemment de très très dur. Au sein de la CFDT, on a pris, je vous le disais tout à l'heure, le sujet des VSST avec beaucoup d'importance, puisque il y a les VSST dans les entreprises, avec les référents harcèlement, etc. Mais il y a aussi en interne de nos organisations. Et là, chaque syndicat s'est engagé à signer une charte VSST et mettre en place un référent au sein du syndicat et au sein et des formations pour les militants d'entreprise et les militants aussi dans nos structures CFDT. Donc c'est pour vous dire que c'est un sujet hautement important et on est véritablement aussi en regard un petit peu de tout ce qui se fait aujourd'hui dans les progrès. Vous avez, alors je sais un domaine qui était cher à Anne-Marie, mais les data santé, c'est quelque chose qu'on suit énormément. On suit aussi beaucoup la santé des femmes dans les commissions de suivi sur la prévalence et la mutuelle, parce que c'est malheureusement là, j'ai envie de dire, qu'on prend le temps souvent d'avoir les meilleurs chiffres un petit peu qui nous sont communiqués sur le sujet. Et puis on a véritablement un sujet aussi sur la prise en charge de la parentalité. Alors moi je viens d'une entreprise, voilà, je l'ai pas dit aussi, mais je suis à 50% d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Accenture, une entreprise de conseil, où on a bataillé voilà, depuis des années, par exemple, pour avoir une augmentation du congé paternité, parce qu'on pense véritablement que l'équilibre, la santé des femmes aussi passe par l'équilibre et la répartition, pas seulement des tâches domestiques, mais aussi des tâches parentales. Donc on essaie vraiment de couvrir ce sujet de la façon la plus vaste possible, et surtout s'appuyer sur des acteurs. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec on a des représentants au sein de l'ANACT, on a des représentants aussi au sein de la GFIP, puisqu'on traite aussi des handicaps et des maladies chroniques. Voilà, et c'est vraiment, on essaie vraiment de créer un réseau. On a d'ailleurs au sein de la CFDT un réseau santé au travail. Et je voudrais terminer sur ça aussi, pour ne pas être trop long. C'est aussi la négociation d'accord national interprofessionnel. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est là-dessus, on se met autour de la table, syndicat, patronat, pour vraiment définir les meilleures choses possibles qu'on peut tenir. Et là, comme vous le savez, un nouvel accord national interprofessionnel a été signé sur la santé au travail, et on y est évidemment très attaché. Voilà, j'ai fait. Merci Jérôme, et on voit bien effectivement que vous contribuez à largement ouvrir la parole et les échanges de ce côté-là, avec des positions fermes sur certaines choses, et d'autres qui sont exploratoires. Alors, en matière exploratoire, bien, on va passer la parole à Juliette. Juliette Moreau. Merci Juliette d'être avec nous. Donc elle devient presque une fidèle maintenant des actions sur femmes et travail. Alors c'était femmes et exosquelette, femmes et santé et travail. Alors vous Juliette, vous avez fondé Femtech France. Alors on voyait venir de loin, j'allais dire Femtech USA, en se disant bon, et les autres, mais là, alors c'est complètement éclaté la semaine passée. Voilà, quel est un peu à la fois, tu peux nous expliquer qui vous êtes et ce qu'est Femtech, et puis alors ça c'est marrant, juste par parenthèse, c'était pour Jérôme, c'est que je trouve qu'il y a une parenté de logo dans la couleur entre Femtech et CFDT, donc vous étiez fait pour vous rencontrer aujourd'hui. Juliette, c'est à vous. Magnifique. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit point parce que c'est vrai qu'on est complètement hors périmètre, petit point d'explication sur ce qu'est la Femtech. La Femtech, c'est les innovations spécifique à la santé des femmes, et donc Femtech France, qui est une association que j'ai cofondée, alors pas depuis 2 ans Anne-Marie, mais moins d'1 an, on va très vite, mais on va très vite, donc une association que j'ai cofondée qui réunit en fait les entrepreneurs et beaucoup de startups en l'occurrence dédiées à la santé des femmes. Et je suis aussi en effet la fondatrice d'une Femtech, puisque j'ai fondé My Yes Life en 2019, et My Yes Life, elle se dédie plus spécifiquement à la santé intime des femmes, et plus spécifiquement à la santé intime des femmes
comme levier d'égalité professionnelle. Et peut-être, alors, déjà, merci de nous permettre de prendre la parole et surtout merci aux intervenants précédents de cet ensemble de présentations sur un prisme de la femme et sa santé dans le milieu du travail. C'est vrai que nous, on le regarde par un autre prisme qui est en fait la spécificité de la santé des femmes et donc ce qui est spécifique à la santé biologique de la femme, donc qui va plutôt toucher des thématiques que Jérôme a abordées, telles que l'endométriose, donc les maladies chroniques gynéco. Aujourd'hui, on a une femme sur 3 qui souffre d'une maladie chronique gynécologique hors cancer spécifique à la femme. Donc, dans ces maladies chroniques gynéco, on retrouve l'endométriose, on retrouve aussi une maladie qui, je pense, parlera à plusieurs femmes autour de cet écran, qui sont les fibromutérins, et puis une autre qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Et les fibromutérins, comme l'endométriose, peuvent être des maladies particulièrement handicapantes, d'une part parce qu'elles sont très douloureuses, d'autre part parce qu'elles ont des implications d'un point de vue station debout ou tout simplement dans diverses problèmes intestinaux et autres qui font que naturellement elles rendent la pratique de certaines activités professionnelles plus complexes et plus difficiles. La deuxième thématique, donc juste pour information, aujourd'hui, donc je vous parle quand même d'une femme sur 3 et 80% des femmes qui souffrent d'une de ces pathologies évoquent des difficultés au travail, un impact professionnel, voire un absentéisme ou du présentéisme. Et à chaque fois, j'hésite entre ce qui est le pire parce que finalement, ça veut dire qu'on se force et qu'on n'est pas obligatoirement 100% dans ce qu'on a à faire. La deuxième particularité, c'est que dans certains parcours d'infertilité, donc tout ce qui est procréation médicalement assistée, comme à date, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire autre chose que de faire en sorte que ce soit la femme qui fasse les bébés, quelle que soit la cause d'infertilité. Aujourd'hui, on sait que ce sont les femmes qui vont porter la charge en fait de la procréation médicalement assistée, et on sait aussi qu'une femme sur 3 va choisir de démissionner quand elle rentre en parcours médicalement assisté. Ce qui est relativement lourd quand on sait aujourd'hui qu'un couple sur 4 est concerné par l'infertilité. Du coup, aujourd'hui, c'est des spécificités propres à la femme qui font que si on veut rendre le monde du travail aussi égalitaire que possible, et en tout cas, ce qu'on veut le rendre, j'ai envie de dire, je vais utiliser un afro-anglicisme, mais women's friendly, on doit prendre en compte en fait les spécificités de la santé intime des femmes, parce que c'est en le prenant en compte et en proposant, en prenant en compte ces questions-là en entreprise, que ce soit à travers des adaptations de postes, que ce soit à travers des échanges spécifiques, que ce soit à travers des solutions spécifiques ou à travers certaines formes de congés. C'est comme ça qu'on permettra aux femmes de pouvoir exercer pleinement leur métier et tous les métiers pour reprendre ce qui était cité précédemment. Merci. Merci Julie. Je crois que, si vous voulez bien, on va peut-être ouvrir un peu la question et le débat maintenant aussi avec ceux qui sont tous au bout, hein, nos participants. Donc soit questions écrites, soit et aussi rebond entre nous. Moi, en gros, ce qui me frappe là maintenant, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on fait des études quand même sur, quoi qu'on en dise, même si c'est pas du tout apparent, sur les femmes au travail. Je suis un tout petit peu plus archéo que vous, mais dans mon jeune temps, juste en sortant des études, quand j'étais étudiante et psychosociologue, on faisait ça déjà globalement en prospective, on faisait des études sur les... Alors c'est très intéressant parce qu'on ne considérait pas justement la séparation entre temps de travail et temps, j'allais dire, de soi. Et les études qui étaient à l'époque tout à fait intéressantes étaient des études de budget temps pour regarder justement quelles étaient les marges de manœuvre et les marges de liberté. Alors ça fait plouf ensuite, quelles étaient les marges de liberté des femmes justement pour d'autres choses, en l'occurrence c'était autour de la télévision, donc c'était des questions de consommation culturelle, mais c'était totalement lié notamment à ce qu'on appelle maintenant à la fois la charge mentale, la charge familiale et autres. Et là j'aimerais bien peut-être vous inciter là, tous entre vous à réagir et aussi avec nos participants à ce qui a été dit les uns autres. Comment vous avez vu, peut-être une première question, c'est comment vous avez vu les choses, j'allais dire, évoluer
c'est globalement ces derniers temps, à la fois, je dirais peut-être de vos prises de conscience et de vos responsabilités. Je veux dire, Samia, si vous regardez, vous êtes quand même clairement plus jeune que moi, mais vous avez déjà un cursus. Voilà, comment ça s'est passé, comment ça se passe, j'allais dire, en tant que fille, je dirais, dans cet univers HSE. Moi, ce qui me frappait, c'était le chiffre que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, 80%, c'est énorme. Ailleurs, on était, quand on a lancé le sujet avec mon équipe, j'aurais dit, écoutez, regardez, soyez sympa, regardez par exemple, on sait qu'effectivement, maintenant, les chiffres de l'INSEE, on a 70% des femmes en activité, donc c'est proche des hommes qui, eux, sont à 80%, mais avec de très très grosses disparités selon les secteurs, globalement selon les secteurs. Donc un peu, voilà, mon premier truc, c'est comment vous voyez les choses. Je dirais, voilà, Samia, Anaïs, Séverine, de votre côté. Puis après, on demandera à Sébastien son œil de juriste aussi sur la façon dont peut-être il voit les choses évoluer. Alors non seulement, bien sûr, le juriste, il voit le contentieux, mais à la fois le contentieux, les demandes ou autres. Voilà, Samia, à vous, et puis chacun saute sur le micro quand il veut. Donc, sauf qu'il ne faut pas qu'on saute trop sur le micro, sinon on va se faire engueuler par le clavier. Donc, voilà. Samia, vous voulez bien ? Comment les choses ont évolué? Alors depuis 10 ans que je travaille ça fait 10 ans que je travaille dans la logistique. Effectivement, moi j'ai bien aimé ce que Jérôme a dit. Le sujet est pris quand les femmes sont bien représentées. Et finalement, c'est vrai que les femmes sont de plus en plus représentées. Donc, le sujet prend de plus en plus de place. Le sujet de la santé à la fois physique et de la santé mentale. C'est encore balbutiant sur certains sujets. Parler de risques psychosociaux dans la logistique, c'est pas évident. Parler de violences sexistes, de violences sexuelles, c'est pas facile. Mais néanmoins, ça reste une évidence et un sujet extrêmement complexe et indispensable à traiter parce qu'on s'aperçoit que peut-être aussi parce qu'il y a une liberté de parole, une liberté de ton aussi. On s'aperçoit qu'il y a des sujets qui émergent en tout cas, mais qui sont pas évidents à traiter malgré tout. Je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais sur la santé physique en tout cas, les choses évoluent correctement parce que finalement on est capable et on est en capacité de tester des dispositifs d'assistance physique à la fois pour les hommes et pour les femmes. Sur les sujets plus complexes comme les risques psychosociaux, la charge mentale. C'est plus difficile encore à aborder, peut-être encore parce qu'il y a des tabous et que moins on se dit encore, en tout cas les directions se disent encore que moins on en parle, mieux on se portera. Alors que c'est le contraire, oui, mais c'est vrai ça. Moi, j'ai fait un peu une pige là, de ce côté-là pour préparer cette conférence et d'autres. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a en fait mondialement les questions sont en gros exactement les mêmes, et il y a aussi une grande, sur ce qui est, là c'est aussi une question pour Jérôme, sur ce qui est par exemple les questions de flexibilité, d'utilisation ou d'équilibre avec le télétravail ou autre. Moi je voyais par exemple, là c'était en Inde, plus précisément, où il y a eu d'un certain côté, comme partout, avec Covid, une certaine, c'est cynique de dire ça, mais quand même une certaine libération des choses par une organisation finalement personnelle assez fluide entre, même si plus difficile que d'autres là-dessus. Et là, je voyais par exemple, c'est une grande structure de conseil indienne qui est Tata, donc la structure de conseil de Tata qui est l'un des plus grands qui soit, et qui vient systématiquement de dire maintenant, on siffle la fin de la récréation, tout le monde rentre, et tout le monde, télétravail c'est terminé, tout le monde au bureau. Et là, de ce côté-là, énorme vague de démissions féminines parce que finalement elles étaient organisées pour ça. Samia, vous vouliez rajouter quelque chose? Je veux juste rajouter quelque chose parce que GXO c'est un groupe américain et en fait nos collègues anglo-saxons, que ce soit les gens du Royaume-Uni ou les gens des États-Unis, sont à mon avis plus ouverts sur les sujets, sur toutes ces questions-là, et nous poussent aussi un peu de matière. Et nous, je pense qu'on est encore un peu frileux à aborder certains sujets alors qu'eux le sont beaucoup moins. Anaïs, vous de votre côté, ça fait quoi? Ça fait au moins, moi je vous connais depuis 4 ans, bon, déjà depuis l'époque où je vous connais, comment vous avez vu évoluer, je dirais, justement sur ces questions-là, à la fois les demandes plus spécifiquement sur les femmes et les évolutions peut-être aussi bien des décideurs, j'allais dire de ceux qui font appel à vous, que des opératrices qui vont porter ces équipements-là, puis globalement.
Alors, nous, l'évolution, on la voit de par le produit. L'exosquelette et les dispositifs d'assistance physique au sens large avaient d'abord et surtout été développés pour l'industrie, la logistique, donc des métiers essentiellement masculins, où quasiment, alors c'est pas 100%, mais quasiment 100% des utilisateurs de ces dispositifs étaient de ce fait des hommes. De plus en plus, on voit des femmes utiliser et s'équiper de ces solutions. Pourquoi ? Parce que en fait, on s'est rendu compte que les métiers physiques n'étaient pas que ces métiers logistiques et industriels, et que dans le milieu du soin à la personne, il fallait prendre soin des soignants et des aidants. Et ça a aussi été beaucoup marqué, je pense, par la période Covid, où on s'est rendu compte que malheureusement, sans ces femmes et ces hommes merveilleux qui travaillent dans les milieux hospitaliers et qui peuvent prendre soin de la santé des autres, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et cette évolution, elle est aussi due effectivement par des difficultés de recrutement qu'on peut voir de plus en plus, et où les entreprises maintenant se doivent un peu d'ouvrir leur chakra et d'être un peu plus ouvertes au fait de féminiser des métiers qui étaient stéréotypés plutôt masculins au début. D'avoir une forme de convergence entre, d'un certain côté, les besoins économiques de recrutement et de recrutement durable, parce qu'on ne peut pas non plus avoir des gens qui sortent trop aisément, et donc il y a aussi une demande qui s'exprime un peu plus. Alors, de votre côté, merci Anaïs, de votre côté, Séverine, et je vais vous demander alors de parler un tout, vous vous rapprochez là, un peu plus fort, et Jean-Loup, voilà, fait le point sur vous. J'avais vous un peu toute question, c'est-à-dire à la fois votre structure, peut-être par rapport à d'autres du même et puis aussi votre évolution perso, parce qu'on ne parle pas beaucoup de soi, mais quelque part, on est aussi dedans, on est aussi dans le mouvement. C'est vrai. Je vais rebondir sur les enjeux de QVCT. Plus fort. Je vais rebondir sur les enjeux de QVCT dont on a beaucoup parlé. Jérôme également est intervenu sur le sujet. Il y a un marché de l'emploi évidemment qui se retourne. On a parlé d'importance d'attirer les femmes, mais d'une manière générale, les enjeux de QVCT touchent l'ensemble des salariés. Il est très très important de retravailler les conditions de travail, les enjeux d'horaire, de télétravail, etc. Me concernant, j'ai toujours été dans des milieux excessivement masculins, à des postes de management et de direction. Donc j'en ai fait évidemment une force de différenciation. Il est évident qu'aujourd'hui, la représentation des femmes dans les organes de direction influe énormément sur la question de la santé des femmes au travail et de la santé en général, j'en suis intimement persuadée, au travail. Donc on va dans le bon sens. La complexité qu'on pourrait avoir, et encore une fois, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je vois que la CFDT travaille sur le sujet, c'est les risques qu'on peut avoir effectivement de stigmatisation. Il en a parlé, Jérôme. Je ne sais pas s'il reviendra sur le sujet, mais moi c'est une question qui m'intéresse énormément. C'est comment traiter la santé des femmes au travail. On parle d'égalité alors qu'on sait pertinemment que d'un point de vue biologique, d'un point de vue santé et également d'un point de vue de métier genré, on en a parlé dans le cadre de l'impact de l'éducation qu'on a depuis petit. On a une éducation complètement genrée. Nous ne sommes absolument pas égaux, on le sait. On cherche une égalité en apportant des modifications. Juliette en parlait notamment sur les problématiques de santé des femmes. Et en même temps, il ne faut pas rentrer dans une problématique de stigmatisation qui pourrait faire peur dans le recrutement à des employeurs et que ce soit au final complètement contre-productif. Donc moi, je serais très intéressée d'avoir l'avis de Jérôme sur le sujet. Ouais. Jérôme, et puis peut-être après Sébastien, si vous voulez bien, l'œil du juriste aussi. Merci. Aussi. Jérôme, oui. Oui, en fait, quand on touche à ces questions de congés spécifiques, que ce soit congé menstruel, etc., c'est qu'on traite à travers ça la question du présentéisme surtout. Et l'idée même, c'est de se dire, voilà, le télétravail a fait un peu tomber ces frontières-là, mais il faut savoir qu'il n'y a que 30% des gens qui télétravaillent, il y en a encore 70% qui ne télétravaillent pas. La question de la présence est quelque chose d'important. C'est-à-dire, en gros, de se dire, est-ce qu'on n'ouvre pas des portes à des formes d'absence
qui sont pas d'ailleurs hein, que du congé, etc. Il y a certaines boîtes qui n'arrivent même à négocier du télétravail ponctuel pour des professions qui, par définition, ne peuvent pas en faire de façon régulière, voire même occasionnelle. Donc l'idée est de se dire aussi, voilà, est-ce qu'on a la possibilité... On a perdu Jérôme. Alors, bon. On a perdu Jérôme. Alors, Sébastien, si vous pouvez en profiter pour sauter sur le micro. Oui, alors, sur ce sujet, je pense que, enfin, d'une manière générale, le carcan réglementaire et législatif, il s'est très étoffé. Chaque mois ou à l'occasion de chaque réforme, on crante un petit peu plus les dispositifs voilà qui visent à attendre à l'objectif d'égalité réelle. Hein. Alors après, il y a la théorie et la pratique. Ce qui est sûr, c'est que la contrainte, elle suffit pas à faire forcément bouger les lignes. Et donc aujourd'hui, ce qui est plutôt des facteurs d'évolution assez forts, je pense, c'est qu'effectivement, il y a eu le Covid qui a fait tomber un certain nombre de tabous en termes d'organisation sur le plan du télétravail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Donc, il y a vraiment des évolutions culturelles importantes qui du coup, ont du sens en termes de QVCT. Il y a l'approche des entreprises qui cherchent beaucoup à travailler leur responsabilité sociale, leur RSE. Alors après, derrière l'acronyme, on y met un peu ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même important parce que ça impulse beaucoup de choses. Les DRH sont aussi elles-mêmes beaucoup composées de personnel féminin, donc ça qui d'une manière générale a eu un regain de légitimité avec la gestion du Covid. Donc ça contribue, je pense aussi en pratique à faire un peu bouger les lignes, avec toute une réflexion sur aussi les nouveaux modes de management. Je pense que derrière ça, il y a aussi une nécessité pour les entreprises incontournable aujourd'hui, c'est que d'une part, on sait qu'il y a un absentéisme maladie, en tout cas en forte progression, notamment chez les femmes. Il y a des statistiques qui le démontrent encore récemment. On a les enjeux d'attractivité, de conservation des compétences. Donc là aussi, c'est aujourd'hui, il faut offrir les conditions d'une vie au travail adaptée. Donc il faut actionner tous les leviers. Donc ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent dessus et font évoluer leur culture d'entreprise. Et donc notamment pour travailler sur le sujet de la santé mentale, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu des fois mis sous le tapis parce qu'en fait, on n'a pas trop la bonne méthodologie pour l'aborder et qu'on se dit, finalement, comme c'est multifactoriel, qu'il y a un peu la vie privée dedans et tout ça, on n'ose pas s'y attaquer. Alors qu'en fait, on sait quels sont les facteurs de risque. Et la sanction à la sortie, en tout cas, si on n'a pas été dans cette dynamique, c'est clair que dans la vie judiciaire, c'est des sanctions toujours assez radicales au regard de l'obligation de sécurité. Sébastien, peut-être là, on va passer la parole à chacun là, peut-être parce que je vois qu'il est 59 et donc on va pas tarder. Donc on voit bien effectivement ce que sont les évolutions, les différentes facettes finalement possibles de cette question. Alors Juliette, peut-être vous parce que pardon, mais vous n'êtes pas revenu pour donner aussi un peu votre vision. J'allais dire peut-être avec votre expérience aussi antérieure de la force et de la présence de ce type de questions dans un dialogue qui est à la fois un dialogue opérationnel, un dialogue sociétal, dialogue social, et on reviendra à Jérôme s'il a une meilleure connexion tout à l'heure. Juliette, vous, comment vous voyez les choses et sur ces questions-là, puisqu'on était un peu en avance sur ce qui se passera dans 3 mois et après, voilà, quel message central vous auriez envie de délivrer? Moi, ce que je trouve très intéressant dans les 2 grands axes là qui sont ressortis, en particulier la partie charge mentale, santé mentale, et puis les sujets très très spécifiques à la santé biologique des femmes, la santé des femmes dans la partie spécifiquement biologique, c'est que du coup elles entraînent l'entrée d'un sujet qui m'est cher, qui est la question de l'intime dans le monde du travail et qui oblige du coup à penser
le collaborateur, la collaboratrice, comme une personne à part entière dont un certain nombre de sujets ne s'arrêtent pas à la porte à la porte de l'entreprise. Moi, je dis très prosaïquement qu'une femme a aussi ses règles en entreprise, hein, pour être très cash. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, on est aussi, et donc elle vient aussi avec ses problématiques de charge mentale, de difficultés physiques ou personnelles, comme l'est n'importe quel collaborateur homme de la même manière. Moi, j'aime bien ce débat-là sur la santé des femmes parce que je pense que la question de la santé des femmes en entreprise, elle oblige du coup, elle nous oblige tous, employés, employeurs, partenaires sociaux, à repenser en fait le travailleur et la travailleuse comme une personne à part entière qui vient aussi en entreprise avec toute cette part d'intimité qui est la sienne et ses problématiques aussi. Merci. Effectivement, on est bien dans la ligne nous, sur laquelle on a d'un certain côté un peu fondé le cercle, qui était les gens n'ont pas du tout envie d'avoir leur santé saucissonnée, et on n'est plus dans une problématique de santé globale au travail. C'est pour ça qu'on ne dit jamais nous santé au travail, mais on dit santé-travail, et dans le tiret, on met effectivement tout, et les questions très personnelles et très intimes qui sont là-dedans. Samia, de votre côté, vous, pareil, l'axe et la conclusion que vous donneriez? Pour les prochaines étapes, première conclusion, après qu'on a pas fini sur le sujet. Ouais, j'aime bien l'idée aussi de me dire que, effectivement, en tout cas pour ce qui me concerne, les métiers de la logistique sont pas des métiers d'hommes et qu'il est important de les démystifier et qu'une femme est aussi capable qu'un homme de faire ou d'accomplir des missions difficiles. Et là, pour rebondir sur ce que vous disiez, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on est presque plus dans de l'équité que de l'égalité, j'allais dire, avec un signe égal. Anaïs, vous, votre orientation finale? Moi, je pense que globalement, tous les sujets ont été abordés et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est la prise en compte des spécifications de chacun, qu'elles soient des spécifications de genre, qu'elles soient des spécifications de conditions physiques dues, par exemple, à un handicap, qui feront que demain, en fait, la santé de l'ensemble des collaborateurs sera mieux prise en charge. Juste prendre en compte que chacun est différent et que chaque besoin a besoin d'être complété pour préserver sa santé au travail et se sentir bien. Et au final, c'est ça, la QVT, c'est prendre en compte les spécificités de chacun en entreprise. Spécificité et écoute. De votre côté, je suis ravie de rebondir. Je suis ravie de rebondir sur Anaïs parce que je suis complètement d'accord avec elle. Je pense que la solution, elle passe par la spécificité, par traiter les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, les émotions, la douleur, c'est quelque chose qui est propre aux gens et c'est leur propre vérité. Donc quand les gens ont mal ou quand les gens sont mal, c'est leur réalité et il faut les traiter de manière spécifique. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la solution, elle passe par favoriser le dialogue en entreprise et travailler sur un management ouvert et accessible. Parce que je pense aussi que c'est en libérant la parole à travers des exercices comme aujourd'hui, et merci encore, et d'une manière générale dans l'entreprise, vraiment faciliter l'accès au management et libérer la parole d'une manière générale des femmes et des hommes. Voilà. Merci pour la liberté. Jérôme, de ton côté? Oui, j'ai envie de dire pour conclure que le monde a aussi changé parce qu'on demande de plus en plus aux gens d'être engagés, d'être disponibles et d'être investis. Donc, il faut accepter de prendre les gens aussi dans leur globalité. Et leur globalité, c'est ce qui va bien. Puis leur globalité, c'est aussi ce qui va parfois moins bien. Et je pense que l'entreprise aujourd'hui doit prendre en charge ces problématiques-là si elle veut vraiment avoir des gens engagés, disponibles. Dans le sens où voilà, quand on embauche quelqu'un, on prend globalement, on prend pas 50% de la personnalité, on prend 100% de sa personnalité avec ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et bien, on doit traiter aussi ce genre de choses-là. Et en plus, je pense véritablement, c'est pour ça que c'est ça aussi sur lequel je voulais travailler tout à l'heure, c'est peut-être que demain, on arrivera à inventer des congés, des formes d'absence, des formes de non-présence plutôt que des formes d'absence d'ailleurs, qui permettent de pas stigmatiser. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on soit par défaut, quand on n'est pas dans l'entreprise, c'est pas forcément qu'on est malade ou qu'on n'est pas bien, etc. C'est juste qu'on n'est pas là. Et de bien séparer cette notion de présence-absence qui est importante, puisque on peut avoir aussi des gens présents dans l'entreprise qui mentalement sont pas là, et ceux-là on va pas aller rechercher des noises. Donc
essayons d'ouvrir au maximum voilà, les possibilités pour tout le monde. Et je pense qu'en plus que ce qu'on arrive à faire pour les femmes, ce qu'on arrive à faire pour les hommes, ça profitera aussi. On parle beaucoup de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je pense que ça aidera aussi à progresser là-dessus. Pas toujours faire des mesures spécifiques, mais aussi faire des mesures pour tous qui permettront l'inclusion de tous. Merci Jérôme. Le mot du juriste. 10 secondes. Je pense que ça rejoint effectivement ce que je disais sur l'exigence un peu d'individualisation des parcours et des prises en compte, hein, notamment au niveau suivi, management, etc. Et je reviens effectivement sur la question de l'écoute, juste un petit focus sur le fait qu'il est proposé de mettre notamment le principe d'écoute des salariés dans les nouveaux principes, enfin dans la liste des principes généraux de prévention. Je trouve ça assez intéressant parce que ça rejoint, ça viendrait donner du corps aussi et une impulsion peut-être supplémentaire à la démarche, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux pour de futures réformes. Merci Sébastien, c'est effectivement une belle synthèse, c'est que c'est cette fameuse proposition dans l'ANI, alors pour l'instant qui n'est qu'un ANI, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il aura force de loi ou d'application, on ne sait pas, mais effectivement c'est ce 10e principe qu'on est tous en train d'actualiser, de concrétiser là maintenant, et qui est l'écoute et la prise en compte de la base. Alors on va vous applaudir moultement, et puis on va pour tous ceux qui sont en bout de ligne vous appeler, j'allais dire, pour éclairage, apport et retour d'expérience donc à venir pour construire à la fois les prochaines étapes de Préventica, celle tout de suite à Toulouse en septembre, mais aussi d'autres choses qu'on va monter entre nous. Et puis concrètement, donc le replay et des documents, alors pour vous dire les choses, je l'ai envoyé à certains d'entre vous, j'avais à peu près une centaine de pages, dont 150 ou je ne sais plus combien, sur toutes ces trucs-là. Et donc à venir, les choses bougent. Et si je peux me mettre, il y a un autre signe que les choses bougent de façon importante aussi, c'est que et l'Assemblée nationale avec une proposition de loi générale, celle que vous connaissez sur le congé menstruel, mais je dirais qu'il y a un autre rapport qu'on va attendre et qui va sortir dans une dizaine de jours, et qui est un rapport d'une commission sénatoriale qui s'est mise en place en fait depuis le début de l'année, qui a fait un travail absolument remarquable sur la santé au travail des femmes spécifiquement, et notamment dans toutes les dimensions, j'allais dire, d'intimité, de questions d'infertilité, de suivi des grossesses et autres. Et donc tout ça, voilà, on pourra vous donner les éléments sur tout ça, et pour nous ça fait, je dirais que prochaine étape, on aura ce rapport. Il y a un projet de loi aussi, alors il y a peu de chances d'aboutir, je dirais, puisqu'il a été déposé au Sénat, mais au moins ça fait au moins avancer la réflexion sur tout ça. Et voilà. Et donc on vous remercie. Donc rendez-vous en septembre de ce côté-là, mais avant on ne va pas chômer parce qu'on voudrait monter des choses avec vous sur ces différentes questions. Et je vous remercie à tous moultement d'avoir été là. Donc c'était vraiment sympa là. Alors il est 19h09, j'ai un tout petit peu dérapé, je vous prie de bien vouloir m'excuser, et je vous dis à tous à très bientôt, un bon été si on n'a pas l'occasion de se revoir, mais je crois que si, en tout cas au moins pour nous tous qui sommes là. Merci à vous et merci à vous tous.